Bonjour, bienvenue sur ce podcast de l'atelier critique de la Comète, situé à Châlons-en-Champagne. Scène nationale de Châlons, donc qui accueille du théâtre, du cinéma, et aussi qui héberge War on Screen Festival, donc le premier festival de guerre en France, de films de guerre. Enfin, c'est chaotique, c'est horrible. Je suis désolé. Alors, j'aime bien. On va le refaire, mais tu vois, plus détendu. Au début, à chaque fois, c'est horrible. Oui, c'est normal, c'est normal. Un conseil. Le festival de guerre. Festival de guerre. Les meilleures guerres sont à C'est un règlement de compte. C'est une bande de Corses qu'on veut à une autre bande de Corses. Poum, poum. Ils continuent à s'entretuer, ça nous fera des vacances. Je vous présente à votre nouvelle surveillante. Bonjour. Bienvenue sur le podcast de l'atelier critique de la Comète, situé à Châlons-en-Champagne. La Comète, donc, c'est une salle qui accueille du théâtre, une salle de cinéma et aussi qui héberge le festival War on Screen, premier festival de films de guerre en France. Aujourd'hui, on a un programme un peu chargé. D'abord, on va tous se présenter avec deux petites questions amusantes pour lancer le podcast entre nous. Ensuite, on va parler de la Nuit de l'horreur qui a lieu le mois dernier à la Comète et on va débriefer. Et enfin, on conclura par parler du film Borgo, réalisé par Stéphane Demoustier. Et on va tous débattre pendant une petite heure dessus. Voilà. Donc, c'est moi qui vais animer ce podcast aujourd'hui. Je m'appelle Adrien Hervieux. Et donc, les deux petites questions que je vais poser aujourd'hui, c'est dans quel film est-ce que vous aimeriez vivre ? Alors, en ce qui me concerne, ce serait The Grand Budapest Hotel. C'est un film que esthétiquement je trouve vraiment super beau et qui a vraiment une esthétique qui est satisfaisante. Il y a beaucoup de scènes où en fait la symétrie, les couleurs, tout crée quelque chose d'assez uniforme en fait et d'assez beau. Et je suis quelqu'un d'assez maniaque et quelqu'un qui aime bien en fait les choses ordonnées. Et donc ce film c'est un peu un gros plaisir satisfaisant à regarder et j'aimerais beaucoup vivre dedans. La deuxième question, donc, c'est votre réplique préférée de film. Moi, c'est une réplique qui vient de Kill Bill 1, au tout début du film. L'héroïne, la mariée, rencontre donc Béatrice Kiddo, qu'elle doit éliminer, qui est sur sa liste. Et après avoir donc éliminé Béatrice, elle se retrouve face à la petite fille de cette femme. Et elle lui dit, donc en français, elle lui dit « Quand tu seras grande, si tu éprouves encore de la haine pour moi, tu me trouveras ». Parce que donc c'est c'est deux films même qui parlent de vengeance, Kill Bill 1 et Kill Bill 2. Et donc, elle part du principe que cette petite fille va, comme elle le fait dans le film, se venger d'elle plus tard. Et donc c'est une réplique qui est très très forte et qui montre déjà tous les thèmes des deux films dès le début. Donc je vais laisser les autres se présenter en répondant à ces deux petites questions. Alors, moi, c'est Emma Gambier, et du coup, pour la première question, le film dans lequel j'aimerais vivre, ce serait Blade Runner 2049. Même si c'est un monde assez compliqué, où justement il y a beaucoup d'inégalités ou choses comme ça, je pense que ça pourrait être un monde assez intéressant. Et avec les androïdes qu'il y a, ça pourrait être aussi bien de voir comment on peut cohabiter avec eux et ça peut être super intéressant. Et pour la réplique de film, c'est un film un peu trop connu, mais du coup ce serait dans Spider-Man, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités. C'est un peu bateau, mais je trouve que cette réplique, elle peut être associée à tout le monde un peu parce qu'en fait on peut faire chacun de grandes choses même si on pense pas vraiment et qu'on pense pas avoir la force de le faire, alors qu'en fait on peut tous avoir la force de le faire. Donc bonjour, moi je m'appelle Arsène, et donc pour la première question, le film dans lequel j'aimerais vivre, c'est Avatar de James Cameron, du coup, pour tous les environnements qui sont magnifiques, la faune, la flore qui sont très très intéressants. Je trouve cet univers super beau, et pour la phrase de film qui m'a vraiment marqué, c'est dans le film Everything Everywhere All at Once. À la fin, lorsqu'il y a une discussion entre le personnage principal, Evelyn, et son mari, dans un autre univers où ils sont très riches, lui dit en français, du coup, « Dans une autre vie, j'aurais aimé faire la lessive et les impôts avec toi », qui est une phrase qui donne tout le sens à une grosse partie du film, parce que le personnage essaye de fuir cette vie où elle fait juste ça avec son mari.
et elle se rend compte qu'elle a quand même de la chance d'avoir une vie pas très intéressante, entre guillemets. Bonjour, moi c'est Louise et il n'y a pas de films qui me viennent en tête dans lesquels j'aimerais vivre. Mais en réplique de film, tu vois, le monde se divise en deux catégories, ceux qui ont un pistolet et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. C'est dans Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone. J'ai plus du tout le contexte de cette réplique, mais ça m'a marqué et c'est tout le temps la réplique que je ressors quand on me demande tu connais une réplique de film connu? C'est celle-là que je ressors tout le temps parce que les western spaghetti, c'est très bien et il faut regarder les western. Il faut regarder les western spaghetti. On va reprendre la phrase. Et il faut regarder les western spaghetti. Bonjour, moi je m'appelle Tess Michelon. Je suis stagiaire au cinéma La Comète, donc à la programmation avec Sarah Beaufol et à la coordination avec Julie Maillard, qui est donc la coordinatrice générale du festival War on Screen. Et aujourd'hui, on m'a invitée à participer à ce podcast. Alors je le fais avec grand plaisir et j'ai eu 10 minutes pour réfléchir aux deux questions, donc j'en ai qu'une seule, j'ai qu'une seule des deux réponses. Et pour le film dans lequel j'aimerais vivre, ce serait Annette de Léos Carax, parce que en y réfléchissant et en t'écoutant parler de The Grand Budapest Hotel, et ça m'a fait repenser à ça et je me suis dit, ce film est un peu entre magique et la réalité, et il est hyper bien, et avec Adam Driver et Marion Cotillard, et ça m'a donné envie de parler de ça, et voilà. Merci beaucoup pour toutes ces propositions super intéressantes. Moi, je trouve ça super. Maintenant, du coup, on va parler de la Nuit de l'horreur qui a eu lieu le 19 avril, donc le mois dernier, à la Comète. Donc, la Nuit de l'horreur, ça commence vers 22h et ça finit vers l'aube. Ça représente 4 films. 4 films avec une pause d'à peu près 15 à 30 minutes entre chaque, où on boit un café, on mange quelque chose. C'est la 3e fois que du coup on fait la Nuit de l'horreur, et cette année on avait une belle collection, enfin une bonne sélection de films. On avait d'abord donc Conjuring, les dossiers Warren, ensuite on avait Scream, le premier du nom, ensuite on avait donc film culte, L'Exorciste, et en dernier on clôt du spectacle, du coup on finissait avec Rec. Est-ce que donc quelqu'un veut commencer à intervenir ? C'était ma première Nuit de l'horreur, j'avais pas fait avant, j'avais pas pu faire les 2 années d'avant. Et c'était très très cool, il y avait une ambiance qui était super sympa, les gens étaient très sympas. Il y en a qui sont venus en pilou bisounours, c'était drôle. Et oui, la programmation était très cool, dommage pour L'Exorciste qui est passé au mauvais moment. J'ai bien dormi devant, c'est dommage. Et sinon, les autres films étaient très très cool, les animations étaient très très cool. Parce qu'il y a une partie des personnes qui sont ici, qui sont occupées aussi de la Nuit de l'horreur, et j'en fais partie. On a fait des animations, et il y en a certaines qu'on a découvert le soir de la Nuit de l'horreur, et franchement, c'était très sympa. Oui, c'est vrai que l'ambiance était super. Donc, dans les animations, par exemple, il y avait Louise, Arsène et moi qui faisaient des animations. Donc, entre chaque... T'as fait des animations, toi ? Mais c'est une présentation, c'est pas une animation. Je crois qu'il parlait des jeux en fait. Ah là là. Bon. On recommence. Donc oui, du coup, je suis d'accord. L'ambiance était super. Et donc dans les animations, donc dans ceux autour de cette table qui faisaient partie des animations, il y avait Louise, Arsène, Emma et moi. Par exemple, comme animation, donc avec Arsène et une autre personne qui était là dans le premier podcast, si vous l'avez écouté, qui est Amélie, on a fait un jeu avec des emojis, donc avec des emojis qui représentaient des films d'horreur et il fallait les deviner, etc. Et ce qui est bien, c'est qu'à chaque animation, on offre un prix à la personne qui gagne, un sac avec des goodies, etc. Donc c'est super fun, il y a un peu ce truc convivial, mais aussi un peu de compétition. Dans les animations, il y avait un blind test aussi. Il y avait aussi faire deviner des anecdotes autour des films. Donc en gros, il y avait plusieurs anecdotes et il y en avait plusieurs qui étaient fausses et une qui était vraie. Et il fallait deviner celle qui était vraie du coup. Donc c'était assez fun. Puis il y avait des présentations de films. Par exemple, avec Amélie encore, j'avais présenté Scream. Et Louise, elle a présenté Rec. Ça devait être compliqué, vu qu'il faisait tard, je pense. Moi, j'ai beaucoup aimé encore cette année. Les films, je les ai tous découverts. Non, sauf Scream, je l'avais déjà vu. Mais je trouve l'expérience de la salle, c'est toujours mieux pour
découvrir ou redécouvrir des films. Et aussi, l'atmosphère était vraiment bien parce qu'en fait, à chaque fois qu'il y avait un petit moment de malaise, tout le monde rigolait un peu. Du coup, l'atmosphère était quand même assez détendue. Donc pendant Conjuring, moi, j'avais vraiment peur d'avoir peur, justement, parce que c'était un film que je redoutais un peu. Et je trouve avec toute l'atmosphère, ça allait. J'ai vraiment pas eu trop peur. Parce que tout le monde rigolait un peu, on était tous là, c'était le début en plus, donc du coup, il y avait vraiment une bonne ambiance, c'était super bien. Pour la présentation pour l'animation, du coup, c'était quand même une bonne expérience. Après, il était vers 2h du matin, donc après, on était un peu dans les vapes, mais on s'était bien préparé quand même un peu. Mais c'est une bonne expérience de faire ça pour justement savoir se tenir bien devant tout le monde, apprendre à justement peut-être avoir plus confiance en soi, aussi à s'exprimer mieux à l'oral, voir comment les gens réagissent aussi, c'est bien. Moi, je sais que j'ai dormi sur 2 films, L'Exorciste, mais tout le monde a dormi, je suis pas la seule de toute façon. Et le tout premier, Conjuring, les dossiers Warren, en fait, je vous explique. Je l'ai commencé, et j'ai vu que ça me faisait peur, et je voulais pas être traumatisée, du coup j'ai fermé les yeux, et je me suis malheureusement endormie. C'était volontaire, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, le film, il était bien, mais non. Ça fait trop peur, donc j'aime pas. Scream, on voit juste des gens se faire étriper, mais c'est tout. Enfin, il fait pas peur en soi. C'est un peu mal joué, mais bon, c'est pas grave, on l'en veut pas. Et non, mais quand il meurt, je suis désolée, c'est mal joué. Et par contre, Rec, c'est la pépite, je trouve, de la ligne d'horreur. Je pense que beaucoup de gens sont d'accord avec moi. La façon dont le film est filmé est super intéressante. On a vraiment une caméra qui est tenue dans la main et qui bouge beaucoup, donc on est un peu comme sur un bateau. Ça donne un peu envie de vomir. C'est du fan footage, ok. Donc moi, j'ai présenté le film à la nuit de l'horreur et c'était super comme expérience parce que les gens sont super attentifs quand on a le micro dans la main et ils nous écoutent vraiment et ça prouve notre importance aussi à la compréhension un peu du film. Ce qu'on explique, comment il a été créé et réalisé, on a expliqué quelques petites anecdotes derrière le film, etc. Donc c'était super intéressant de pouvoir donner aux gens toutes ces informations pour qu'ils puissent se mettre à fond dans le film et profiter. Et c'était une super expérience, même si j'étais malade à la fin. Le film, je l'ai très mal vécu, j'avais la tête qui tournait, envie de vomir, les bouffées de chaleur, mais ça allait bien quand même. J'ai vu le film complètement. Mais franchement, non, la nuit de l'horreur, je pense que je recommencerai l'année prochaine. C'était une super expérience et même pendant l'organisation, les réunions qu'on a eues, les groupes qu'on a fait, etc. C'était super aussi parce que on s'entend tous bien, donc il n'y avait pas de problème, quoi. Tu peux juste rappeler ce que c'est found footage parce que tout le monde... Donc found footage en français ça veut dire des vidéos retrouvées et du coup je crois que par exemple dans le film Blair Witch ce sont des found footage, donc des vidéos qui ont été retrouvées soi-disant et du coup on est dans la caméra du journaliste qui tient tout au long du film et qui filme tout ce qui se passe. Je crois que c'est à peu près tout, j'ai pas... Le seul film français qui utilise cette technique, bien qu'on puisse cracher dessus comme on veut, mais c'est Babysitting de Philippe Lachaud. C'est un des premiers films français qui utilise cette technique et qui retrouve donc les vidéos d'un mec dans son propre salon et qui voit tout ce qui s'est passé chez lui. Après, en vrai, le problème, c'est peut-être une critique, mais en France, pareil, on a peur un peu du fan footage, j'ai l'impression, parce que même ce film, il n'est pas entièrement fan footage, c'est-à-dire qu'il y a le début et certaines interactions qui sont en caméra, on va dire... normal grossièrement et la fin, donc en fait à part dans certains autres pays, donc comme on a vu en Espagne et en Amérique, fan footage c'est assez peu exploité à fond, quoi. C'est dommage. La salle était remplie et même à un moment, je crois que c'était vers Scream, il y a des gens qui étaient carrément assis par terre tout devant devant la scène parce qu'il y avait plus assez de place. C'était fou de se dire ah ouais on ramène autant de monde quand même pour les films d'horreur. Et aussi, pour les autres années, il y avait autant de monde, parce qu'en fait, j'ai fait les 3 nuits de l'horreur, et en fait, il y avait vraiment autant de monde à chaque fois. La première année, elle a aussi bien marché, même la deuxième année a aussi bien marché. Là, il y avait vraiment des grands classiques quand même, donc je pense que ça a ramené quand même pas mal de monde.
Ce serait intéressant de savoir quel est votre film préféré, si vous en avez un dans la sélection qu'il y avait à la Nuit de l'horreur. Moi personnellement, après c'est mon film préféré, donc c'est un peu obvious, mais c'est Scream. Enfin pour moi c'est la base, et c'est un film qui est hyper important pour la culture horrifique en général, pour ce qu'il représente. Il représente un peu une transition entre les anciens slashers. Donc pour définir un slasher, c'est un film où il y a un tueur ou une entité menaçante qui va éliminer un groupe un par un. Et donc Scream, il fait un peu la transition entre les anciens slashers un peu poussiéreux qu'on avait avant les années 90. Et il fait donc cette transition pour renouveler un peu le genre, le critiquer, faire un commentaire dessus. Et après, du coup, on a des autres slashers vers les années 2000 et tout. Et il y a vraiment une progression grâce à Scream, et c'est ça que j'adore avec son côté culte, etc. Du coup, vous, est-ce que vous avez un film comme ça qui vraiment vous a marqué ? Celui qui m'a vraiment le plus marqué, c'est Rec, parce que je trouve déjà qu'il était bien placé à la fin. Il nous a bien réveillés tous. J'ai bien aimé toute l'histoire, et puis même ça faisait tout le temps peur. Et franchement, c'était super bien fait, et j'ai vraiment adoré. Même chose pour moi, je dirais Rec. Encore une fois, il était au bon endroit, comme a dit Emma. Il était juste après L'Exorciste. Et vu qu'une bonne partie des gens étaient en train de dormir dans la salle, il y a beaucoup qui se sont fait réveiller par le film. Vu qu'il est plutôt rapide, violent et efficace, j'ai envie de dire. Et il changeait pas mal des 3 autres d'avant. C'était pas du tout le même type d'horreur, j'avais l'impression. Et même la manière de filmer, du coup, qui était pas du tout la même. Moi je sais que j'aurais pas regardé Conjuring, en tout cas pas maintenant, s'il n'était pas passé à la Nuit de l'horreur avec cette condition et à quel point la salle était vraiment dans une bonne ambiance. Je l'aurais jamais regardé, parce que vraiment c'est un film que je redoutais mais énormément, parce que j'ai trop peur des esprits, des trucs comme ça, et je pouvais pas, vraiment. J'ai vraiment adoré, même si du coup j'ai préféré Rec, mais Conjuring était vraiment très très bien. Après, moi j'adore la Nuit de l'horreur parce que moi déjà de base j'adore les films d'horreur, c'est vraiment ce que je préfère. Et l'expérience en salle avec autant de gens, ça crée quelque chose de convivial, et ça fait sortir un peu le cinéma de ce qu'on a l'habitude de considérer, c'est-à-dire un lieu un peu, j'allais dire de culte, pas du tout. Ça fait un peu étrange, mais un lieu assez sacré, on va dire, pour certaines personnes et pour beaucoup de gens, dans le sens où on est silencieux, on est attentif, et on éteint son téléphone, il y a un peu ce rituel-là. Et du coup, on sort un peu de ce truc-là, dans le sens où on respecte toujours les films, bien sûr, mais il y a cet effet de groupe, des réactions des gens, et des rires dans la salle face à certaines réactions. Par exemple, il y a vraiment, je crois dans Conjuring, il y a vraiment un moment, il y a une fille qui a hurlé derrière nous, et ça a fait rire mais tout le monde, c'était incroyable, c'était super drôle. Et ça c'est ça qui est génial en fait avec une l'horreur, et en plus vu que les gens sont fatigués après, il y a tout le monde qui est soit plus euphorique, soit un peu plus fragile, on va dire ça comme ça, et donc ça crée un truc bizarre, mais c'est super fun. Et moi c'est tous des films que j'avais déjà vus plusieurs fois, même pour certains. Et j'ai quand même choisi d'organiser avec les autres et de y aller, et de vraiment de regarder pour ce truc de l'engouement de la salle, et de fait du voir ces films en salle durant la nuit, etc. Je trouve que c'est une expérience à vivre en fait, vraiment. Je pense que la programmation, j'aurais regardé sur mon téléphone toute seule dans ma chambre ou avec des amis. J'aurais pas eu aussi peur que j'ai pu être effrayée, parce que par exemple Conjuring en soi, il fait peur, mais on sait dans notre cerveau que c'est du faux, mais pourtant on est conditionné à se dire ah mais non, mais imagine quand je rentre chez moi ça va m'arriver, etc. Et en fait je pense que vraiment c'est le fait d'être dans le noir, grand écran avec beaucoup de gens, et en plus il faisait très chaud, et je pense que tous ces trucs là nous mettent aussi dans une sorte de transe un peu, et qui nous effraient encore plus. Pour conclure, moi je pense que c'est un bilan plutôt positif, vous êtes d'accord ? Je propose qu'on passe à la suite. On va parler donc chacun d'une pépite méconnue, qu'on aimerait bien partager avec les autres, etc. Que ce soit film ou série, comme vous voulez. Je propose donc de commencer. Moi, la pépite que j'ai vraiment vue récemment, c'est Mimic de Guillermo del Toro. Pour faire un résumé un peu sans spoiler, ça se passe donc
à New York. On suit une scientifique en fait qui étudie les animaux et elle, son truc, c'est vraiment les insectes, donc les papillons, les termites, etc. Et en fait, au tout début du film, vraiment, elle est appelée parce qu'il y a une épidémie qui touche les enfants dans la ville. Et pour contrer ça, en fait, c'est une épidémie qui est liée à des animaux, donc c'est des grosses bébêtes. Et elle prévoit, en fait, de faire en sorte qu'ils soient stériles et qu'ils soient là juste pour éradiquer, en fait, les termites qui causent l'épidémie. Elle y arrive, et c'est pas de ça dont parle le film, c'est de l'après. Parce qu'il semblerait qu'il y en ait qui aient survécu et que quelque chose ait grandi qu'elle aurait créé. Et c'est le sujet du film, en fait. C'est donc un film de monstres, hyper bien fait, hyper créatif, hyper... un peu cette esthétique vieux film, un peu années 80, etc. Il y a cette vibe qui est super, qui est un peu, du coup, pellicule, etc. C'est super fun. Et franchement, je recommande totalement, c'est incroyable. Du coup, ce que je recommanderais, c'est Goliath, qui est sorti en 2021. C'est un film de Frédéric Tellier. Je sais pas trop s'il a été assez connu en France, mais j'ai beaucoup aimé ce film. En tout cas, j'en ai pas forcément entendu parler beaucoup autour de moi. C'est un thriller politique qui parle des agriculteurs qui étaient autorisés à utiliser des pesticides, mais du coup, les pesticides, ils étaient trop polluants. Et en fait, ça rentrait dans les organismes des familles, ça nuisait à la santé des gens qui habitaient autour des champs. Et donc après, il y a tout un débat politique tout autour de ça, il y a un procès même. Et c'est un film qui nous montre que l'utilisation de pesticides, du coup, c'est pas bien, même si ça aide les agriculteurs. Mais en même temps, les agriculteurs, ils sont touchés après par du coup la maladie. Mais du coup, les grandes sociétés veulent continuer parce que justement, ça fait produire de l'argent encore plus, même si du coup, la vie des agriculteurs sont en danger. Pour ma part, le film qui pour moi n'est pas assez connu, qui est une pépite, c'est le film Moon, le gardien de la lune, qui est sorti en 2014. C'est un film d'animation français, un film très bon enfant qui raconte l'histoire d'une planète semblable à la Terre, où il y a deux races principales, ceux qui vivent le jour et ceux qui vivent la nuit. Et un jour, la lune a disparu et tout est autour de... Non, le soleil a disparu et tout est autour de retrouver le soleil. Il se passe plein de choses autour de ça, c'est très très cool, j'aime beaucoup ce film. Il est très chou, très... Dans mes souvenirs, il m'avait bien fait rire aussi. Il est très très bien, donc je recommande. Selon moi, le film qui est un peu trop méconnu, c'est Les Enchantés de Stanislas Carré de Malberg. C'est sorti en 2022. C'est un film qui est trop peu connu alors que c'est une énorme pépite. Dans ce film, en fait, on a un papa et sa petite fille. Sauf que ce papa, il est en situation de handicap. Mais il élève du coup toute seule sa petite fille. Sauf que cette fille va faire la rencontre d'une professeure qui va remarquer quelque chose bug parce que la petite fille est une bonne élève, mais les devoirs ne sont pas faits et des fois les leçons ne sont pas bien apprises. Donc la maîtresse décide de directement aller à la source et de se rendre chez eux. Et donc elle va découvrir l'endroit où la jeune fille vit, qui est dans une cabane au fin fond de la forêt. Et elle va comprendre que la petite fille n'est pas non plus dans de très bonnes conditions pour apprendre. Et du coup... elle va la prendre sous son aile, elle va l'aider après les cours, elle va lui donner des cours particuliers, elle va s'occuper d'elle, etc. Et tout au long, on va suivre le combat du père pour sa fille, parce qu'il l'aime et il est tout seul, parce que la mère s'est barrée, tout simplement, et elle n'a jamais voulu revenir. Ce film, c'est une ode à l'amour du père pour sa fille, et je trouve ça très beau, et c'est le seul film devant lequel j'ai pleuré. Mais j'ai pleuré, mais des larmes entières à la fin, parce que c'est une fin qui est ouverte. On sait ce qui se passe, mais en même temps, on se fait notre propre idée. Et je trouve ce film très fabuleux. Il y a Lula Coton-Frappier et il y a aussi Grégory Montel qui joue du coup dans 10%. C'est un film qui est passé sur Arte et j'ai pas vu le début du film. Je suis arrivée, je crois, 15 minutes après le début du film et j'ai fait on va regarder, puis voilà. Puis je suis restée et j'ai pleuré quoi. Donc des fois il y a des pépites comme ça qu'on découvre au hasard alors que j'avais pas du tout envie de regarder de film et mes parents sont rentrés
pendant que je regardais le film à la fin et j'ai fondu en larmes dans les bras de ma mère. Elle m'a dit mais c'est pas grave, c'est qu'un film. J'ai fait mais oui mais quand même. Et du coup voilà, c'était très folklorique, mais ce film est vraiment incroyable. Voilà. Du coup, je vais rejoindre un peu Adrien et rester sur un côté assez récent du cinéma, puisque c'est le dernier qui m'est venu en tête, pour vous parler d'un film qui, pour moi, est trop méconnu, et à juste titre, puisque nous étions 7 dans la salle, ce qui n'est vraiment pas beaucoup. Mais c'est le film Los Delincuentes de Rodrigo Moreno, qui est un film argentin, et qui dure surtout 3h10, donc je comprends le fait que beaucoup de personnes ne veuillent pas franchir le cap de cette longue durée. Mais moi, je l'ai trouvé vraiment hyper bien parce que je m'attendais pas à ce qu'il soit... en fait, vu que le pitch est vendu comme... l'histoire, c'est un personnage qui travaille dans une banque en Argentine et qui va décider de braquer cette banque. Mais au début, on ne sait pas trop pourquoi. La presse française l'a un peu vendu avec une phrase choc, comment partir à la retraite plus tôt, ou en gros, il a trouvé la solution à la retraite plus tôt. Mais le film, c'est pas vraiment un film de braquage ni d'action. C'est plutôt un film sur la réflexion autour du fait de pourquoi on travaille, pourquoi on a envie ou pas justement d'aller au travail. Et ce film, dans les 3h10, le braquage il se fait tout au début en fait, et c'est un braquage très... Il n'y a pas beaucoup d'action en fait, juste la personne va dans la salle de coffre, prend tous les billets, rentre chez lui le soir, et le braquage est terminé. Et après ça, on va voir tout ce qui se passe, puisqu'il mêle avec lui un de ses collègues, puisqu'il lui demande d'aller cacher les billets dans un endroit tenu secret. Et dans tout ça, dans les 3h10, en tout cas, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir aussi toute une histoire d'amour. C'est un peu comme un road movie à la fin, parce qu'il va partir à travers le pays, tout ça. Et donc, c'est un film qui est un peu trop méconnu, dans le sens que les 3h10, le cap, il est un peu peut-être difficile à franchir, mais c'est vraiment un film qui était, il était vraiment super et émouvant à la fin. Je m'attendais pas du tout à cette fin, donc c'est celui que je recommanderais en tout cas. Bah, écoutez, du coup, c'était très intéressant. Surtout celui-là, le dernier, là, du coup, parce qu'il m'intéresse en vrai. Je propose qu'on passe à la suite. Est-ce que vous aimez votre travail? Parfois c'est dur, parfois je fatigue. Et vous êtes proche de vos détenus? Alors c'est toi la matonne? Oui. Et vous voyez certains détenus en dehors du travail? Vous m'avez suivi? Ouais, on t'a suivi. Elle est petite, Lila. Moi j'ai des enfants. Moi, j'ai des gros problèmes. Donc Borgo, c'est un film de Stéphane Demoustier qui est sorti cette année, en 2024. Le film va se concentrer sur le double assassinat qui est arrivé donc en Corse en 2017. On va suivre à la fois donc une partie l'enquête et à la fois le personnage de Mélissa, qui est soupçonnée d'avoir eu un rôle décisif dans l'affaire du double assassinat. Mélissa, qui est surveillante dans une prison donc en Corse et qui est au contact des détenus, etc. Et en parallèle, on va suivre un peu l'enquête près du commissaire. Ça se passe majoritairement en prison et chez elle, on la suit au quotidien. Donc je propose d'écouter si quelqu'un veut dire son avis sur le film pour ouvrir le débat, pour commencer la discussion. Borgo, c'est un film qui est réussi parce qu'on a cette famille qui arrive dans vraiment une nouvelle vie, nouveau quartier en Corse, etc. On nous met directement dans le jus avec, dès les premières scènes, une dispute entre voisins et des insultes, etc. Donc on nous met assez rapidement dans la violence. Et on va voir que tout au long du film, forcément, la violence revient un peu. Moi, je trouve que ça nous met vraiment bien dans le thème du coup du film. On a comme deux endroits, c'est la maison, enfin l'appartement de la famille et la prison. Et c'est comme si du coup la jeune femme avait deux maisons. Je trouve ça intéressant, on est sur deux endroits et c'est tout. Personnellement, j'ai pas trop aimé le film. Il y a le début que j'ai bien aimé et à un moment, je me suis totalement détaché. On en parlera dans la partie spoil après, je pense, mais il y a un moment qui a fait que je suis sorti du film et en fait, au fur et à mesure du film, je suis re-rentré un peu dedans, ressorti et j'arrivais pas à être vraiment dans le film. Je suis d'accord avec ce qu'a dit Louise sur les deux maisons, le fait qu'on alterne vraiment entre les deux, mais j'ai pas vraiment aimé non plus. Il y a certaines choses qui pour moi étaient dommages parce qu'elles étaient un peu prévisibles, mais sinon, bon, je suis assez mitigé pour le reste. Moi, donc j'ai vraiment vu le film il y a même pas 1h30 ou 2 heures, et j'ai un avis qui est assez plutôt positif, même si quand je suis sorti de la salle, j'avais un avis assez mitigé.
Mais en fait, je trouve que Borgo, il fait un peu partie de cette gamme de films moyens, un peu les films médiums. C'est-à-dire que c'est des bons films, mais c'est pas des films qui vont forcément peut-être être marquants. Ah si, quoique, mais ça, on en parlera dans un moment spoiler. Il y a toute une partie que je trouve extrêmement réussie, qui se situe vers le 3/4, voire la fin du film, qui m'intéresse particulièrement. Et je trouve qu'en fait, c'est un film qui démarre assez bien, qui réussit à nous mettre dans l'histoire, etc., qui a un petit ventre mou au milieu, et qui après repart parce qu'il a une idée qui est vraiment, vraiment hyper bien, que je vais pas divulgacher. Et pour revenir à ce que je disais en disant que c'est un peu un film médium, c'est-à-dire que c'est ni un mauvais film, ni un très très bon film, dans le sens où c'est un film qui est bon, qui va droit au but, qui a un bon drame, qui a des bons enjeux, qui suit un personnage qui est intéressant et auquel on s'attache, mais c'est pas forcément un film excellent dans sa mise en scène, je veux dire. Enfin, moi je trouve que la mise en scène du film sur l'utilisation de la vocale est assez intéressante, mais non plus n'explore pas forcément des choses hyper expérimentales, où il va pas, c'est pas son but non plus d'essayer d'explorer des choses autres. Et donc la mise en scène est assez simple, mais elle est plutôt immersive pour ce qu'elle veut nous montrer, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de plans qui sont assez rapprochés sur l'héroïne, donc sur Mélissa, et qui vont la suivre. Et pour rebondir sur ce que disait Louise, j'adore en fait le fait aussi qu'on a l'impression qu'elle est deux maisons, mais c'est aussi le fait que le personnage en général est un peu tranché en deux. C'est-à-dire que même son prénom, il y a sa famille qui va utiliser Mélissa ou même au travail, mais dès qu'elle parle à d'autres personnages, donc comme des détenus, on va l'appeler Ibiza. On lui donne un surnom et on lui crée une autre identité. C'est comme si en fait elle était forcée à être un peu tranchée en deux et à choisir, alors qu'elle n'a pas envie de choisir en fait. Elle veut réussir à maintenir un côté professionnel et un côté personnel, mais les deux finissent par s'empiter, un peu comme si c'était deux verres d'eau qui se remplissaient chacun, parce qu'il y a des choses qui se passent des deux côtés, et qui finissent par déborder et en fait à se mélanger, sans qu'elle le veuille en fait. Et du coup, j'ai trouvé ça super intéressant. J'avais oublié de préciser aussi, moi aussi j'ai vu le film en même temps qu'Adrien du coup, donc j'ai peut-être pas encore pris suffisamment de recul pour avoir un avis totalement constructif, je pense. Moi, j'ai vu le film plus tôt. Je l'ai vu vendredi dernier. Mais même avec le recul, je suis un peu de l'avis de tout le monde. Mais j'ai quand même aimé le film. En même temps, en fait j'ai pas vraiment un vrai avis dessus parce que je sais pas, c'est pas forcément le genre de film que je regarde. Du coup, j'ai pas forcément de points comparatifs entre guillemets avec le genre de cinéma que je regarde. Mais j'ai quand même bien aimé. Je trouve que c'était bien à découvrir. Je sais que je l'aurais pas vu s'il n'y avait pas eu ce contexte. C'était quand même super intéressant de voir comment ça se passe aussi dans une prison, de voir un peu l'envers du décor et aussi une famille qui arrive en Corse, voir comment ça se passe aussi. Pareil, j'ai vu le film vendredi dernier et je trouve que... Enfin, en tout cas, moi, j'en suis sortie plutôt enthousiaste et très positive. Parce que je m'attendais pas à un film, comment dire, un peu comme dirait Adrien, expérimental ou en tout cas à réessayer. Je m'attendais vraiment à ce que ça fasse écho à la réalité. Et donc, déjà, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi fictif comme il est dit au tout début du film. Je pensais vraiment que c'était presque l'histoire vraie de quelqu'un. Au final, il s'est avéré qu'ils mettent quand même un avertissement, un disclaimer, disant qu'ils se dédouanent un peu de toutes les responsabilités du fait que ça pourrait être des vraies personnes ou non. Moi, je trouve que si c'est censé parler de la vraie histoire, j'ai été vraiment prise dans l'histoire et alors je sais pas si c'est parce que vous l'avez vu tout à l'heure, mais moi j'ai trouvé qu'il y avait pas du tout de mou dans l'histoire. J'ai trouvé vraiment... Enfin, j'ai été hyper emballée du début à la fin. Je sais pas, peut-être parce que j'ai trouvé le personnage... joué par Afzia Herzi, plutôt très bien incarné et assez attachant au final. Du coup, moi, j'ai pas trouvé qu'il y avait de mou dans l'histoire et je trouve justement que le film sert vraiment bien la réalité. Enfin, en tout cas, la représente plutôt bien. Pour rejoindre aussi ce qui a été dit, très, très intéressant de retrouver une histoire qui parle de la Corse, dont on n'a pas forcément l'habitude au cinéma. Et non, en tout cas, une mise en scène pas forcément justement expérimentale, mais une mise en scène qui est efficace, qui donne pas de moments où on décroche du film, enfin en tout cas pour ma part. Et j'en suis sortie plutôt, un bon film d'action, quoi, je dirais, un film d'action à la française un peu, mais un film d'action. Du coup, j'ai trouvé ça très intéressant. Et puis, surtout là, avec l'actualité qu'on a en ce moment qui fait qu'on va sûrement avoir les résultats du procès, donne
encore plus d'actualité au film, je trouve, et le mettre encore plus dans quelque chose, dans du mouvement actuel. Moi, ce que j'ai aimé, c'est un peu tout le réalisme, comme tu dis, pour rebondir là-dessus, au niveau de la prison. Et le fait qu'on est vraiment dans cette prison et qu'on voit le métier de surveillant et un peu la difficulté qu'ils ont à rester professionnels, malgré que les seuls contacts humains qu'ils ont, c'est d'autres surveillants et des détenus. Et ils ont ce truc où elle vient de Paris et en fait, elle arrive en Corse et elle se retrouve dans une espèce de fonctionnement de prison qui n'est pas du tout le même que le sien. Et où on s'attend d'elle qu'elle fonctionne comme ça et qu'elle file droit, en fait. On la voit s'adapter, essayer de ne pas se faire marcher dessus, mais en même temps essayer de se faire apprécier, etc., par ses collègues et par les gens. Et aussi, ça se voit que c'est vraiment quelqu'un qui aime son métier. Comme elle le dit à un moment, elle aime vraiment son métier et elle tient aux autres, en fait. Elle leur vend des cigarettes, etc. Elle fait attention à eux. Elle écoute quand on lui dit, par exemple, qu'il y a un détenu à un moment qui a une situation compliquée et elle l'aide. Et du coup, j'ai bien aimé le réalisme par rapport à ça. Aussi le fait que quand ils commencent à se plaire dans leur métier, en fait, on leur met des bâtons dans les roues, etc. Des choses assez intéressantes. Même si c'est pas le cœur du film, j'ai trouvé ça bien qu'on en parle quand même. Malgré que ça a vraiment rien à voir avec l'histoire de base qui est cette espèce d'enquête et sa vie à elle. On parle de son métier par rapport aux difficultés qu'elle rencontre, et ça c'est intéressant. Et aussi tout ce rapport à l'administration, aux menaces, etc. Et il y a une phrase que dit la directrice de la prison, qui est aussi dans la bande-annonce d'ailleurs, donc qui met vraiment l'accent là-dessus, où elle dit qu'en gros, on dit que la prison en fait c'est les prisonniers qui surveillent les gardiens. Elle lui demande si elle est d'accord avec ça. Et donc, c'est une espèce de critique de la gestion de l'unité 2, du coup, en Corse, de cette prison-là. Et même, donc, quand elle parle, par exemple, à son mari, il y a tout ce truc où elle dit non, on laisse les Corses entre eux et tout. Et du coup, ça, j'ai plutôt bien apprécié. Je trouvais ça super intéressant. À partir de maintenant, faites attention, on va spoiler le film. On va commencer à révéler des informations sur l'intrigue, etc. Donc, si vous souhaitez aller le voir, je vous propose d'y aller et de revenir sur le podcast si ça vous intéresse. Et si vous vous en fichez, continuez d'écouter. Andrea, vous avez votre rendez-vous avec le Jap. Ouais, j'arrive. Je suis en candidat, ça dépend plus. Eh mais, vous avez vu l'état de la cuisine, là? Vous allez avoir des cafards, hein? Ouais, les cafards, ils sont en unité 4. Il est con. Si j'étais vous, je rigolerais pas, c'est insalubre ici. Bon, Andrea, vous venez ou j'annule votre Jap? Ça fera bonne impression. C'est bon, j'arrive. Alors, tu peux toujours nettoyer si tu veux. Pardon? Si tu trouves que c'est sale, fais quelque chose. Je suis pas votre serviteur. Tu sais quoi alors? Votre surveillante et arrêtez de me tutoyer. Allez, on joue au Donc cartes. moi, je voulais parler de un truc qui m'a bien énervé pendant tout le film, qui est le premier détenu qui est sorti, j'ai plus son nom. Pietri, oui, je crois. J'ai trouvé que c'était un personnage insupportable. À chaque fois que je le voyais, j'avais envie de partir. À chaque fois, je me tournais vers Adrien, je lui disais j'en ai marre de lui, vraiment. Je ne pouvais pas. La manière qu'il avait de parler à Mélissa, tout ce qui est autour, c'est un truc qui m'a vraiment énervé. C'est le personnage que je ne pouvais pas supporter de tout le film. Et un deuxième truc qui m'a énervé pendant le film, c'est le fait qu'il y avait des moments où les personnages sortaient des informations. On sait pas comment il les a eues, mais ils les ont eues. Genre, tout l'aspect autour des informations qu'ils ont à propos de Mélissa, on sait pas comment ils les ont, mais ils les ont. Et elle a des informations qu'elle donne, on sait pas d'où elle les sort, mais elle les a. Et ça, c'est un truc que j'ai trouvé dommage, c'est un des trucs qui m'a sorti du film, justement. Le mix des deux trucs-là a fait que j'ai pas réussi à rester dans le film, et c'est dommage. Ah oui. Du coup, un troisième truc. Au début du film, on voit beaucoup tous ses collègues qui sont pas très loin, on les voit dans le fond faire quelque chose et tout ça. Et plus le temps passe, plus ils disparaissent et plus elle se retrouve seule dans la prison. Jusqu'à un moment où, je crois, elle distribue des cigarettes à tout le monde. Et je crois que dans toute la scène, elle passe dans toutes les cellules. On ne voit aucun collègue, elle est toute seule. Alors que c'est un long couloir et d'habitude on voit quelqu'un dans le fond passer. Rien. Elle est toute seule et ça je me suis dit, c'est pas possible. Il y a forcément quelqu'un qui est pas loin, elle peut pas être toute seule à passer dans toutes les cellules. C'est pas possible pour moi et ça m'a fait sortir du film.
Par rapport à la scène avec les cellules, je trouve que c'est un moment fort du film parce que du coup ça se situe après la mise en confinement de l'unité 2 et elle décide d'aider les détenus, donc elle va leur apporter des cigarettes, etc. Parce que c'est une surveillante pas comme les autres. Et je trouve ça très fort parce que elle va dans la première cellule et ils vont la remercier du coup en chantant tous, mais de cellule en cellule, elle remarque que tous les détenus dans toutes les cellules chantent, mais très fort. Et cette scène-là, elle est très puissante. Et surtout, je crois bien que c'est la seule scène du film où elle lâche un sourire. Elle sourit pas pendant le film, mais vraiment pas du tout. Et pourtant, elle arrive très bien à faire passer sa colère, parce que c'est une femme, ça se voit elle est énervée, et en même temps, je pense qu'elle porte beaucoup d'anxiété, de stress en elle. Sa nouvelle vie, je pense que ça la stresse beaucoup, et qu'elle a peur de l'environnement dans lequel elle est. Et cette scène très puissante où elle se met à sourire alors qu'elle n'est pas chez elle avec sa famille, mais qu'elle est entourée de détenus, et ben ça rejoint cette thématique que j'ai dit au début, où il y a deux environnements, sa maison et la prison. Et pour moi, la prison, c'est comme une maison pour elle. Et les détenus, c'est comme les gens de sa famille, parce que même si elle n'est pas forcément très proche d'eux, ben elle est quand même proche d'eux, et elle le dit par un moment qu'elle n'est pas proche d'eux, mais elle discute parce qu'ils sont toute la journée ensemble et qu'ils se racontent leur vie, quoi. La scène là, je l'ai trouvée très très belle. C'est vraiment le détail des collègues dans le fond qui m'a fait sortir de la scène, même si elle est très très belle et elle porte un gros message. Et il y a une référence, je pense, qui a été faite dans le film. Un vieux film, The Night of the Hunter, en français, La Nuit du Chasseur. Ça raconte l'histoire d'un père qui a été exécuté, je crois, pour un vol d'argent qu'il a fait. Et tout l'argent est caché dans le nounours de la petite fille. Et la scène vers la fin où elle met tout l'argent dans le vélo de la fille et que pendant qu'il retourne tout l'appartement, que tout est par terre, il y a elle avec son vélo et elle se doute pas qu'il y a tout l'argent qui est dedans. Et pendant cette scène-là, j'ai pas pu m'arrêter de penser à cette scène-là. Et je me suis dit, si c'est fait exprès, c'est un beau clin d'œil. C'est une des premières remarques que j'ai faites à la fin. Je me suis tournée vers Adrien, je lui ai fait « Hey, il y a ça en fait !» Parce qu'on l'avait vu dans notre spécialité littérature anglaise. J'ai vraiment pensé à ça et je me suis dit, c'est super intéressant. Moi, par rapport à cette scène, pareil, pour rebondir sur ce que vous avez dit, je la trouve super forte et super intéressante du coup parce que ouais, avec les cigarettes, du coup, quand elle distribue et qu'ils finissent par chanter, etc. Parce que ça montre l'évolution de la relation qu'ils ont d'eux envers elle, en fait. Parce qu'au début, ça se voit qu'on dirait qu'ils ont pas envie qu'elle soit là. Il y en a un qui lui dit, mais en fait, je comprends pas comment marche la Corse. Et elle dit, mais moi, je fais mon travail, c'est tout, laissez-moi tranquille. Quand elle doit enlever les télés, par exemple. Et du coup, il y a cette relation qui évolue et ça se voit qu'elle fait ça aussi pour pas forcément... Enfin, elle fait ça par devoir parce qu'elle trouve que c'est injuste comment on les traite parce que, en fait, s'ils sont en confinement, c'est parce que la directrice, en gros, a confisqué une arme qu'ils avaient et que donc ils sont rebellés. Et pour les punir, elle les a mis en confinement. Et malgré que que les autres surveillants ont dit mais c'est pas normal en fait ce que vous faites, parce que du coup ils se font tous punir alors que c'est que certains d'entre eux qui ont fait exploser sa voiture. Parce que si elle fait ça, c'est parce qu'ils ont fait exploser sa voiture. Du coup, il y a un peu ce truc où, vu qu'elle est contre, elle va leur distribuer des cigarettes et eux, ils la remercient un peu comme ça en chantant. Et on voit que c'est un personnage du coup qui évolue parce qu'au début, elle est à fond dans son travail et elle respecte les ordres et tout. Et puis après, elle suit ses propres convictions. Et au fur et à mesure, ça se transforme en suivre ses convictions à passer pas du côté obscur, mais... pas loin quoi, en gros faire des choses assez illégales. Il y a aussi ce personnage, vraiment je le déteste aussi, Pietri, parce que c'est un personnage qui la manipule totalement. Au début, on lui rend un service pour qu'en gros elle se sente obligée de lui en rendre un parce que c'est une bonne personne et il le sait. Et finalement du coup elle lui rend un service et elle se retrouve endoctrinée là-dedans alors que c'est une bonne personne en fait ce personnage. Et du coup c'est assez triste à voir. Justement, il y a un moment où elle se rend compte qu'elle se fait manipuler par lui. C'est un personnage qu'elle avait déjà vu dans une autre prison, qu'il a été transféré et il est arrivé en Corse. Oui. À la scène dont je veux parler, il est sorti de prison. Ils sont au niveau d'une petite maison qui est à côté de la mer, je crois. Et du coup, ils sont là, ils tirent avec une arme. Déjà, premièrement, il met sa main sur sa hanche, elle le pousse pour montrer que non, tu me touches pas. Et après ça, il commence à lui demander un service, il y a tout le monde qui se tait. Et elle lui dit « Ah oui, t'as fait tout ça juste pour que je te donne ça, t'as essayé de me manipuler un peu. »
Et à ce moment-là, elle se rend compte, mais par la suite, en fait, vu qu'elle l'aide et qu'elle se trompe, elle a plus le choix, elle est obligée parce que vu qu'elle sait que les gens de son groupe sont venus chercher son voisin littéralement pour le faire s'excuser devant sa porte, ils seraient capables de, eux, venir la chercher elle et sa famille, sachant, ils savent du coup qu'elle a 2 filles, qu'elle a un mari. Ah oui, pardon, elle a 2 enfants, je voulais dire. Elle sait et elle veut protéger sa famille en quelque sorte. Et même quand elle est dans la voiture vers la fin avec les personnes, elle dit non mais moi je veux pas d'argent, juste je rends un service. Tu sais que j'ai des yeux. Je vois bien qu'il y a un problème. Bon Maton, maintenant que je vais partir, ton voisin, il a reçu le message ou pas? Moi, je veux pas de problème avec vous, vous savez. Je comprends toujours pas. C'est la dernière fois que je te le dis. Ouais, t'inquiète pas, hein. D'accord, c'est petit. Si on doit se croiser, on se croisera. Et ton mari, il est content, il a trouvé un stage. Et au fait, j'ai besoin d'un renseignement. J'aurais besoin de connaître la date de la prochaine permission de Rose. Le jour où il sort. Ce qui serait intéressant comme question, c'est de demander en gros, est-ce que par rapport à la moralité du film, par rapport à ses actions, est-ce que vous comprenez pourquoi est-ce qu'elle agit comme ça et ses réactions par rapport aux situations, etc. Moi, pendant le film, j'étais agacée parce que je me disais, mais... j'étais agacée. Parce que j'étais... Oh, et... On reprend. J'étais agacée parce que je me disais, t'es surveillante de prison, fais pas ça, enfin, tu sais très bien que ça va te retomber dessus, que ça va aller beaucoup plus loin que tu ne le penses. Donc vraiment, j'étais, mais arrête ça, et tu te manipuler. Et au fur et à mesure, je me suis dit, mais en fait, elle y peut rien, la pauvre, parce que en fait, elle s'est fait prendre dans un jeu qui n'a pas de fin, et en fait, tout retombe sur elle. En fait, c'est énervant. Parce que elle est un peu le pigeon de tout ce groupe de personnes sorties de prison et ils vont l'utiliser pour faire les mauvaises tâches. En fait, le problème, c'est que c'est elle qui est la plus visible. C'est que elle qui va se faire prendre, c'est elle, toujours elle, et jamais les autres. Alors que c'est eux qui vont tuer, c'est eux qui vont tout orchestrer, c'est eux qui organisent. Moi, j'étais au début très... c'est simple de s'en sortir, tu dis juste non, puis c'est tout. Puis après, je me suis dit, mais en fait, non, c'est des anciens prisonniers, donc forcément que si tu dis non, ils vont t'attaquer, et qu'elle a une famille avec 2 petits-enfants, et qu'elle a un mari, et que sa nouvelle vie, elle voulait la commencer, mais malheureusement, ça va s'arrêter net, quoi. Et à la fin, le fait qu'elle s'en sorte, je sais pas si je suis contente ou pas, mais je suis quand même soulagée, parce que j'avais peur, et arrête avec ton bout de papier. Je parle de la morale et tu fais du bruit de papier. On entend mon ventre, alors justement j'ai envie de faire en sorte qu'on l'entende plus, donc je mange. Alors bien, sors-le d'un coup là. Ah, ça m'agace. Mais moi je l'entends pas. J'en étais où? Oui, donc du coup j'étais quand même soulagée parce que toute la fin où ils sont en salle d'interrogatoire, mais tous les deux séparés, elle est très stressante. Et en fait, on se rend compte que l'amour, ça les relie vraiment parce que elle invente un mensonge. Sauf que lui, il pense dire la vérité et du coup, leurs 2 propos se relient et ça les permet d'être sauvés. Et lui, c'est son mari. Il dit « Mais non, elle voulait juste venir me rechercher parce que j'ai déjà failli partir. » Et elle a dit la même chose, sauf que c'était pas du tout pour ça et on le sait très bien. Mais en fait, le fait qu'elle mente et que lui pense dire la vérité, moi je trouve ça très fort et ça prouve leur union et leur amour, même si pendant tout le film, ils se disputent énormément et qu'ils sont limite au bord de la rupture. Donc voilà. Alors moi je vais essayer de dire les choses dans l'ordre. Je dirais que le personnage de Mélissa et ce qu'elle fait, ou en tout cas ce qu'elle est amenée à faire petit à petit à cause du coup du personnage de Pietri, moi je l'ai vraiment vu comme dans le contexte socioculturel qui est qu'en Corse il y a de la mafia tout comme en Italie, et pour moi ça allait vraiment de soi que elle pouvait pas s'en sortir, dans le sens que en Corse tout le monde sait qui est ton voisin, qui est ton mec, qui sont tes enfants, enfin la mafia quoi, c'est comme en Italie, tout le monde te retrouve, il tue ta femme, enfin bref voilà. Et du coup pour moi ça allait vraiment de soi que dès le moment où il lui a rendu un service, il savait déjà tout sur elle. Et en fait, elle avait pas d'échappatoire. La mafia, ils te font croire que tu payes un impôt parce qu'ils te protègent, mais eux, toi, t'as jamais demandé à être protégé par eux. C'est juste, ils te demandent de payer quelque chose, mais toi, tu l'as jamais demandé. Du coup, pour moi, je le voyais vraiment comme ça dans ce contexte que elle avait rien demandé, mais comme il lui a offert quelque chose, elle était forcément redevable. Et donc, c'est la raison pour laquelle après, elle va se mettre à rendre des services.
Mais moment dans le film où je me suis dit que malgré ce contexte de mafieux, en tout cas, elle aurait peut-être pu s'en sortir et que je me suis dit que c'était sûrement qu'elle était aussi attirée par Pietri, au fond d'elle. C'est le moment où on lui dit « Ok, t'as fait une erreur, bah là, juste plus personne veut te parler, mais reste discrète et t'auras pas de problème. » Et c'est là le moment où elle cherche, on dirait vraiment, elle le veut, quoi, Pietri, dans le sens où elle lui dit non, mais j'ai trouvé ces informations, je sais à quelle heure il arrive à l'aéroport, je suis sûre de moi, mais à 100%. Ok, j'ai merdé la dernière fois, j'ai pas eu le bon horaire, mais cette fois, en gros, c'est comme si elle voulait se rattraper de quelque chose, alors que personne lui avait rien demandé et qu'il lui avait juste dit reste tranquille dans ton coin avec ton mari et personne viendra te chercher, juste on te parle plus parce que bah tu fais plus partie des nôtres et on n'a plus d'intérêt à être avec toi, à être dans des bons termes avec toi, mais il t'arrivera rien. Et on dirait que c'est vraiment elle qui vient chercher le côté de la mafia entre guillemets et qui vient lui dire moi j'ai trouvé ça mais c'est gratuit, je suis pas redevable, je veux juste te donner ces informations. Donc c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y avait un peu d'attirance entre les deux. Et sinon pour la moralité de l'histoire, de la fin de l'histoire, je rejoins Louise sur le fait que l'amour triomphe un peu à la fin et que c'est une belle fin. Mais pour la toute finalité sur le bateau, je pense que la moralité c'est si vous n'êtes pas corse, vous n'êtes pas les bienvenus en Corse. Je crois que c'est vraiment la moralité du film, hein. Parce qu'au final, son mari, il subit du racisme et elle se fait clairement dégager à coups de pied sur le bateau presque. Donc on dirait un peu que la morale du film, c'est si vous n'êtes pas corse, retournez sur le territoire. Justement, je voulais parler du racisme qui était quand même assez présent pour justement le mari de Mélissa. On voit encore plus du coup le racisme, en fait, que vraiment tout le monde est contre personne ne veut d'eux. Même au début, dans la prison, aucun détenu ne veut, entre guillemets, parler à Mélissa. Il la rejette tous un peu, mais ils veulent pas respecter son autorité ou quoi que ce soit, alors qu'elle vient juste faire son métier. Et même les voisins, ils sont pas accueillants avec les enfants aussi. Dès que la petite fille commence à monter sur le vélo de l'autre, le voisin du coup de Mélissa et son mari, ils viennent direct agresser la fille, alors que Mélissa explique qu'elle a arrêté de faire du vélo et qu'elle va le rendre. Alors que je pense que ça aurait été un enfant corse, ils auraient pas du tout réagi comme ça, ils auraient dit c'est pas grave, tu me le ramènes après, ou ce genre de choses. Il y a un moment, quand elle retire les télés, elle rentre dans la chambre de quelqu'un qui commence à la menacer. Et elle dit « Je fais juste mon travail. Moi, je vous juge pas alors que vous me jugez pas. » Donc, je pense faire à peu près la même chose avec elle. Elle porte pas de jugement sur les autres. Du coup, je vois pas pourquoi moi, je la jugerais. En fait, je trouve que déjà, c'est un film qui est super bien écrit. Ce que je trouve bien écrit, c'est le personnage en lui-même du coup de Mélissa, parce que on montre que c'est quelqu'un qui est juste et qui aime les gens, etc. Et en fait, je pense qu'en fait, elle aime sincèrement Pietri. Enfin, elle considère que c'est soit c'est romantique, ouais, soit c'est plutôt juste parce qu'elle est amie, elle tient à lui parce qu'elle le connaît depuis longtemps, etc. Et que même quand il sort de prison, etc. Et qu'elle se rend pas compte qu'en fait il la manipule et que du coup, en fait, c'est tellement violent l'espèce de rejet et la faute qu'on lui pose dessus quand on lui dit bah ouais il était pas là le 22, etc. Et qu'on commence vraiment à lui foutre la pression. Et du coup, je pense que sa réaction du coup directe, c'est d'agir de manière juste et de se dire bah, pour me racheter, je vais lui dire quand est-ce qu'il arrive, etc. Et je pense qu'à ce moment-là, en fait, elle est tellement sous la pression, etc., qu'elle réalise pas que ce qu'elle vient de faire, c'est de donner un de ses anciens détenus à l'abattoir, en fait. Et donc, moi, je trouve un plan génial, en fait, quand elle se rend compte, du coup, que les deux personnages se font fusiller derrière elle par rapport au son. Donc, ce plan, en fait, où, du coup, c'est en longue focale et le fond est flou. Elle est super nette. Et on voit vraiment, donc, dans le fond, qu'il tire 2 fois sur les têtes. Il dit, ouais, c'est pour un film, et il part. Et du coup, je trouve que le film arrive plutôt bien à nous faire oublier que ça va arriver, en fait, parce qu'on a vu la scène par les caméras de surveillance, et là, on la voit de son point de vue à elle. Et donc, à la fin, moi, j'avais oublié que, du coup, ça allait arriver maintenant et qu'ils allaient se faire tirer dessus. Et du coup, quand ça arrive, c'est un bon choc. J'ai trouvé ce plan vraiment génial. Ça m'a un peu glacé le sang, parce que ça arrive un peu de manière brutale, et je trouve que c'est un plan qui est incroyable. Et d'après moi, la meilleure idée du film, et pourquoi je pense qu'il est vraiment bien écrit, c'est le fait qu'en fait, la temporalité nous ment un peu au début du récit, et on se rend compte que ce qu'on est en train de voir se passe avant toute l'histoire avec le commissaire, et le film est bien conçu parce qu'on n'a jamais les dates au niveau du commissaire pour nous montrer que ça se passe après, on nous le signifie jamais vraiment, et même à un moment, on voit le commissaire croiser
Mélissa, je sais pas si vous vous en êtes rendu compte, mais il rentre en fait donc là où elle vient d'acheter du tabac et on se dit ah bah oui du coup il y a des croisements, même pareil quand on voit la directrice chez le commissaire on se dit ah oui bah du coup là on voit qui c'est etc. Et en fait non, on assiste à ce qui se passe avant, on voit son t-shirt rose, on comprend que c'est le jour en question et la tension monte comme ça parce qu'on a vu du point de vue des policiers, on a vu les caméras et on comprend pas en fait comment on en est venu là, enfin on a des idées parce que à ce moment-là de l'histoire on est déjà dans le délire où ils vont commencer à lui demander d'aller chercher Ross à l'aéroport, etc., de les prévenir quand il arrive, etc. Et du coup, il y a un peu cette tension et on ne sait pas comment on va y arriver exactement. Pourquoi est-ce qu'elle est au téléphone ? Pourquoi est-ce qu'elle fait la bise au personnage ? Enfin, c'est étrange. Et là, quand on y assiste, on comprend comment les pièces du puzzle s'emboîtent. Et je trouve que c'est le moment où j'étais le plus dedans, perso. Parce que c'est vraiment là où je trouve que le film est super bien écrit. En fait, c'est la grosse idée, super idée en fait, qu'il a. Et c'est pour ça que je le trouve génial. Après, sur tout l'aspect de pourquoi elle agit comme ça, je trouve qu'en fait, c'est bien qu'elle s'en sorte à la fin, du coup. Parce que c'est franchement un personnage juste, en fait, au fond. Elle veut que le bien autour d'elle. C'est un peu ce type de personnage, du coup, qui veut que le bien se passe, mais qui, en fait, finalement, finit par causer le mal sans le vouloir. Et j'aime bien ce genre de personnage. Et du coup, je trouve ça super intéressant, en fait. Mais du coup, pour conclure, ce serait bien que chacun, en gros, fasse une petite recommandation d'une œuvre culturelle, que ce soit film, série, livre, etc. Du coup, mon recommandation, c'est Collatéral, qu'on a vu... Oui, on l'a vu... c'était quand ? La semaine dernière ? Oui, lundi dernier. Et vraiment, en fait, au début, je me suis dit, bon, ça va être un peu... l'histoire est un peu bateau, etc. Mais au final, on est vraiment tenu tout le long avec ce taxi qui est obligé de faire ce que le monsieur lui demande, même si du coup, il est complice de quelque chose de pas bien du tout. Et non, mais franchement, faut le regarder. Et en plus, c'est Tom Cruise. Et pour le coup, je trouve qu'il est remarquable dans ce film, comparé aux autres films qu'il fait. Déjà par sa coupe de cheveux, qui est très... Enfin, pas particulière, mais différente de d'habitude. Déjà, il a les cheveux gris. Il a aucune émotion, aucune expression, et il est très fort dans ce film. Du coup, c'est un film de Michael Mann, et c'est une bonne pépite qu'il faut voir. Voilà. Alors moi, c'est pas un film, c'est pas une série ni un livre, c'est un jeu vidéo qui est très 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 cool. Il est sorti en 2017 et c'est Hollow Knight que ça s'appelle. C'est un jeu en 2D avec une animation magnifique qui nous raconte l'histoire d'un petit insecte qui va dans un royaume abandonné pour apparemment sceller une créature. On ne sait pas vraiment ce que c'est. Tout au fur et à mesure du jeu, on ne sait pas du tout ce qui se passe. Juste, on est porté, on explore, on découvre ce royaume gigantesque qui est magnifique avec des paysages différents. Toute l'histoire est très très belle, très compliquée aussi. J'ai joué je sais pas combien d'heures, j'ai arrêté de compter quand j'ai dépassé les 100. C'est un des rares jeux que j'ai fini totalement, qui est très très bien, mais aussi dur, très difficile. Je le recommande énormément. Par contre, faut avoir un mental d'acier si on veut le finir, parce qu'il est très 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 dur. Surtout la partie finale qui, je vais pas mentir, j'ai bien saigné pour le finir. Mais je le recommande énormément avec ces musiques qui sont très très belles, qui sont un mix avec des violons, des violoncelles, des pianos, des tambours. Enfin, il y a un enchaînement et un combo de tellement d'instruments. C'est magnifique, c'est un orchestre qui est là en permanence, qui change de zone en zone. C'est très très beau, c'est vraiment magnifique. Et leur prochain jeu qui sortira, on l'espère, dans l'année qui suit. Ça fait 5 ans qu'on attend, mais on espère. Voilà, c'est tout pour moi. Tu peux redire le titre du jeu ? C'est Hollow Knight. Moi, je recommanderais Black Klansman, qui est un film de Spike Lee, qui est sorti en 2018, si je me souviens bien. Je pense que c'est quand même un film assez connu. Je trouve que ça offre une autre vision de ce qu'on a pu voir souvent en cours sur le Ku Klux Klan. Parce qu'on les voit directement en action. En fait, on voit vraiment aussi l'intérieur de comment ils font leur rituel, on va dire, et aussi
de voir bien sûr tout le racisme qu'il y a qu'ils ont au fond d'eux. Enfin, c'est un film vraiment qui m'a touchée. J'en ai même pleuré à la fin. C'est un film un peu politique. Moi, ma recommandation, c'est quelque chose de plutôt actuel, puisque c'est sorti hier soir, et que c'est le 2e acte de Quentin Dupieux. Donc si vous aimez Quentin Dupieux, si vous avez aimé Yannick aussi, parce que je trouve qu'il se retrouve beaucoup dans ce genre de film, si vous aimez bien sûr Raphaël Quenard, et Louis Garrel, Léa Seydoux, et Vincent Lindon, qui est d'ailleurs plutôt exceptionnel dans ce film, eh bien allez le voir, foncez le voir, puisque c'est une comédie qui dure 1h20 et les gens avaient l'air d'être vraiment ravis pour une première, donc je vous conseille d'aller le voir. Alors du coup, je cherchais un film en fait à recommander, mais j'aimerais bien parler du nouvel album de Beyoncé. Alors du coup, le nouvel album de Beyoncé, il s'appelle Cowboy Carter, et c'est le 2e acte de la trilogie présumée, parce qu'elle l'a pas vraiment dit, mais c'est sûr, Renaissance qu'elle a entamée en 2022. Donc avec un premier album plutôt house et un peu expérimental, mais toujours pop, qui s'appelle Renaissance, donc partie 1, et donc la suite qui s'appelle Renaissance partie 2, Cowboy Carter. Et en fait, le concept, c'est que Beyoncé, en fait, elle va reprendre des genres qui étaient à la base qui appartenaient en gros aux Afro-Américains et qui ont été un peu volés, on va dire ça comme ça, et réappropriés par les Américains plutôt blancs, ou en tout cas par la pop culture, et essayer en fait de rappeler les origines en essayant de créer de la musique inspirée de toute la communauté afro-américaine et de comment est-ce qu'on faisait de la musique à l'époque. Et donc la première partie en fait était vraiment sur de la house et sur de la musique dance, en parlant en fait du voguing, etc., des communautés afro-américaines LGBT underground. Et là, ce chapitre est d'après moi plus intéressant et incroyable, parce qu'en fait, il va parler de country, en essayant de revenir aux bases de la country. C'est un album assez fat, qui dure plus d'1h30, je crois, et qui a 27 chansons dessus, dont des chansons assez courtes et des chansons vraiment très longues. C'est un album assez expérimental où elle va reprendre pas mal de types de musique différentes en ajoutant du Beyoncé dedans, mais toujours en voulant faire de la country. Ça fait hyper longtemps qu'elle a commencé à le créer, et là donc elle le sort seulement maintenant. Et donc franchement, je vous invite à aller voir ça, c'est exceptionnel. Pour vous dire, il y a vraiment des musiques géniales, comme par exemple du gospel dans American Requiem, qui est la première chanson, ou par exemple 3 chansons qu'elle va mixer et créer des transitions pour en faire seulement une, comme Sweet Honey Buckin. Et il y a plein de chansons, donc elle va dénoncer le racisme, elle va parler d'amour, elle va parler de plein de choses. C'est magnifique, c'est Beyoncé. Franchement, allez voir ça, c'est super. Du coup voilà, merci d'être resté jusqu'au bout, de nous avoir écoutés. Et c'est super sympa de votre part. Et bonne journée, bonne soirée. Au revoir. Liscia campia, a nebbia se fatta vigia, solo per rompe un silenzio e da fiato